Il s'agit d'avoir la certitude que, pour conceptualiser un peu et avant de continuer, aujourd'hui dans les médias, il y a moins d'espace, on le sait, pour ce journalisme de recherche que l'on nous enseigne dans les universités. C'est ce à quoi tu faisais référence. Et c'est vrai, tu as raison, il y a beaucoup moins d'espace pour cela. Parce qu'il y a une situation économique, le journal ne peut pas envoyer une équipe, on ne peut pas aller voir à Monte Cristo comment cet ingénieur s'est suicidé, entre guillemets, si loin. Il n'y a pas. Mais les journaux ne peuvent pas non plus payer un co-responsable pour faire le travail là-bas. Et là, on a beaucoup de questionnements. Enquête de réponse. En tant que journaliste, on se dit, et comment je peux faire un journalisme de recherche? Et je vous accompagne dans votre question. Comment le journalisme dominicain peut-il faire un meilleur journalisme de recherche si les mêmes médias disent ne pas avoir les possibilités économiques pour le faire? Il faut réfléchir à la manière de le faire. On a Nuria Piera qui est le paradigme du journalisme de recherche dans son programme, mais Nuria a tous les moyens de le faire. Elle est le propriétaire, elle a les moyens économiques de le faire. Et comment je peux le faire dans une rédaction? Et la seule réponse qui me vient à l'esprit, c'est la créativité et l'entêtement. L'entêtement. Je veux raconter cette histoire. Envoyez-moi un dimanche. Si vous ne voulez pas me le permettre, j'ai tous les contacts. Vous faites vos contacts téléphoniques au préalable. Heureusement, vous avez le mail. Vous faites vos contacts de cette manière. Vous posez des questions. Il n'y a que les photos qui me manquent. Il faut être têtu. Parce que autrement, on ne pourrait pas le raconter. Il y a encore des moyens qui font un bon travail, qui publient un bon reportage avec des vices de recherche. Et c'est fait. Et on fait certains efforts. Mais je voudrais vous demander d'oublier un peu ce journalisme de recherche romantique. Il faut être dans les temps. Si on peut envoyer un Twitter, on le fait, et envoyer la voix d'alerte. Et je commence par l'introduire en Facebook. Quand ils verront l'ampleur, ils vont s'intéresser. C'est une anecdote. Je travaillais à un moyen de communication. Il y a eu un curé qui m'avait invité à aller dans des batailles, voir comment ils vivaient les citoyens haïtiens qui travaillent dans des usines sucrières. C'est le curé Harley. Je travaillais à ce moment-là dans le Caribe et j'y suis allée sous ma responsabilité parce qu'il ne m'a pas dit oui, mais je suis allée parce que je voulais raconter les histoires. Il faut être têtu et défendre son point de vue. N'importe quel chef de rédaction face à un journaliste têtu doit céder d'une manière ou d'une autre. Je suis allée au bâté, j'ai passé la journée entière, j'ai interviewé des Dominicains, des Haïtiens, j'ai vu la condition de vie et je suis venue à Saint-Domingue émue. Après, je vais au consortium Vicini, les propriétaires de cette usine, et ils m'ont fait attendre 1 heure. Mais moi, je dis, je dois raconter les deux visions. Et lorsque j'arrive au journal, je dis, écoutez, alors on ne va pas publier. Parce que comment penses-tu que nous allons publier une histoire qui porte atteinte à une partie des gens qui subventionnent ce journal? Et avec cette réponse, je donne question, je donne réponse à la jeune qui parlait des moyens de communication qui ne racontent pas des histoires. Moi, j'avais toutes les informations, mais je n'ai pas pu le faire. J'ai appelé un journaliste au Miami Herald. Comment il s'appelle? J'ai oublié. Il vient beaucoup ici. J'ai appelé ce journaliste. Je venais de faire un cours de recherche avec lui. J'avais son mail. Je lui ai dit assis et ça.
Je lui ai donné les informations. Il est venu, il a parlé avec le curé et ça a été la une au Miami Herald et ça a été publié par les médias ici ensuite. Alors, il faut chercher, il faut se donner les instruments. Je ne la raconte pas, mais l'histoire est là, elle mérite d'être publiée, peu importe qui le fasse, mais que l'on sache ce qui se passe. Et non seulement dans le cas haïtien, mais dans n'importe quel cas. Si vous avez une voisine, par exemple, tu sais qu'elle est victime de violences de genre, mais tu dis, mais si je le dénonce, on va le savoir parce que c'est moi le journaliste là. Alors, vous cherchez la manière de faire arriver l'information à la voisine pour qu'elle aille auprès du fiscal. Tu cherches un tiers qui lui raconte, mais elle aura l'information. Dans cette affaire de journalisme, et plus encore dans notre contexte dominicain où les choses vont si vite, vous prenez un journal le matin et vous vous rendez compte que c'est la même chose qu'on a dit sur Facebook et dans les versions digitales. Alors, tu te dis, dans ce contexte-là, où il y a si peu d'argent, si peu de temps, où on ne veut pas faire d'investissement, il faut être créatif. Et l'autre jeune, si on ne respecte pas ton point de vue, il faut que tu cherches à être créatif, chercher la manière que quelqu'un d'autre raconte ton histoire. Mais un journaliste ne doit jamais se laisser vaincre par une réalité qui est parfois difficile. Parce que, de toute façon, dans la vie, lorsqu'on croit que, et je crois beaucoup à la sagesse populaire, il ne fait jamais si noir que lorsqu'il va faire jour. Il y a toujours une lumière à la fin. Vous qui êtes étudiant, la réalité peut sembler dure. Elle peut sembler... Et vous pouvez vous questionner sur la manière de le faire, mais vous devez toujours vous dire, c'est moi le responsable que ces histoires soient racontées. Peu importe la dispersion des médias et leur engagement économique. Je dois être suffisamment bon, créatif, critique pour que ces histoires soient racontées. Et si vous ne le faites pas au milieu, vous travaillez, que quelqu'un d'autre le fasse, tel que les jeunes qui étaient dans la proteste avec le non au paquet fiscal, ils sont sortis en CNN et BBC. Il faut chercher la manière de faire entendre notre histoire. À un moment donné, les médias vont s'ouvrir et on doit exercer pression pour que cela arrive. Heureusement qu'il y a les blogs. Écrivez un blog, faites un tweet. Toutes ces réunions ont quelque chose de positif. Vous faites des amis, des chaînes. Il y a la loi de 16 degrés. Moi, j'ai travaillé dans l'agence F. Et à F, j'ai connu Errol Jean-François, qui est un journaliste haïtien. Et la première chose qu'on s'est dit, tu le connais, et lui, il travaille à F. Alors, entre lui et moi, il y a déjà une voie de communication. Cela va arriver avec vous. Restez avec le mail, faites-vous amis, des camarades venant d'Haïti qui sont là. Faisons un grand réseau et ils auront à nous entendre. Et nous pourrons publier dans des médias alternatifs. C'est quelque chose que l'on doit faire. Je pense avoir répondu aux questions. Quedaban algunos de este lado. Il nous restait quelques-unes. On va faire un rond de 4 questions. On va finir là. Ma question est pour les deux. La République dominicaine et Haïti ont beaucoup de choses en commun. On partage la même île. Il y a 5 provinces frontalières. Il y a beaucoup d'Haïtiens et de Dominicains dans les deux nations. Ma question, c'est la suivante. Comment les médias ou la presse envisagent ces Dominicains, ces Haïtiens qui traversent la frontière comme méthode d'actualité ou d'information seulement? Mon nom c'est Rosalie Villaman Pérez, je suis étudiant du 5e trimestre à OIM. Je suis étudiant d'OIM.
plutôt qu'une question, c'est une pétition, une demande. Est-ce que vous pouvez me mentionner les pas principaux pour arriver à être un bon communicateur ou journaliste? Bonjour, Julissa Ortega Pérez, étudiante de communication sociale à UTESA. Ma question c'est pour Rodson. Il disait qu'en Haïti, il y a la liberté d'expression, mais que le journalisme traverse un moment difficile. Est-ce qu'il y aurait une solution à long terme pour les pressants pour que le journalisme sorte de cette situation où il se trouve maintenant? Marie Ladies de l'Université technologique de Santiago, TESA. Selon un rapport de la Banque centrale publié dans divers journaux, dans la presse écrite, il y a dans le pays autour d'environ le 63% d'étudiants étrangers sont haïtiens. Et selon le ministère de l'Éducation, il y a environ, à Santiago seulement plus de 9000 étudiants. Selon les interviews, certains interviewés, ils disent qu'ils viennent dans ce pays pour s'éduquer, se former, pour aller aider leur nation. Donc, j'aimerais bien savoir vraiment la situation se présente comme ça et qu'ils retournent chez eux. Et si la réponse c'est oui, est-ce qu'ils reçoivent l'appui pour pouvoir aider leur pays? On a une autre question d'Internet et avec ça on termine. Parce qu'on nous suit à travers la web et il souhaite aussi poser des questions. Nous avons une question de Rowdy Joseph de Twitter. C'est un préjudice, il me résulte un peu abstrait. Comment peut-on vaincre des préjugés enracinés depuis des années? Et c'est un grand problème dans plusieurs forums auxquels j'ai participé. On a souvent souligné que aujourd'hui, les journalistes savent être, les journalistes savent être des journalistes, mais pas toujours des communicateurs dans le sens de pouvoir faire la promotion de leur propre travail. Aujourd'hui, il ne suffit pas de savoir écrire un article, de savoir faire un produit audio, de savoir faire un produit multimédia, audiovisuel, mais il faut savoir aussi utiliser les mécanismes disponibles pour pouvoir faire la promotion de ce travail. C'est-à-dire aller vers le public. Avant, on faisait une différence nette entre le journaliste et le communicateur. Le journaliste, bien entendu, c'est celui qui cherche et qui traite l'information pour pouvoir la diffuser vers un public qui a besoin d'être informé. Tandis que le communicateur, c'est celui qui travaille sur l'image. Et les deux n'ont pas la même fonction. Mais aujourd'hui, dans le monde actuel, les journalistes sont amenés non seulement à faire ce travail d'information, mais aussi à faire ce que faisait avant uniquement le média. C'est-à-dire faire connaître ce travail, diffuser ce travail à partir des moyens qui sont à notre disposition. Et parfois, il est stratégique de pouvoir développer cette capacité de faire connaître le travail. Il y a un cas précis qui s'est produit la semaine dernière en Haïti. Une journaliste connue, qui s'appelle Nancy Walk, a préparé une émission de radio sur une question sensible, impliquant la participation de membres
d'une des plus grandes familles haïtiennes à une affaire de kidnapping. Cette émission a été diffusée une fois et suite à des pressions exercées, elle devait être diffusée 2 autres fois et elle n'a pas été diffusée, sans explication au public. Eh bien, qu'est-ce qu'elle a fait, la journaliste, qui est suivie sur Twitter et sur Facebook par environ 30 000 personnes? Eh bien, elle a mis l'émission disponible sur une plateforme Internet et a invité ses followers sur Twitter et ses amis sur Facebook à aller voir, à aller écouter directement l'émission sur Internet. Voilà ce que j'appelle la capacité de communication qu'aujourd'hui nous avons besoin d'avoir en tant que journaliste. C'est-à-dire que moi, chaque fois que je vois que j'ai un nouvel ami sur Facebook, eh bien c'est bon pour moi parce que la prochaine fois, la nouvelle que j'essaierai de faire circuler aura beaucoup plus d'audience. Et ça m'intéresse d'avoir des gens qui me suivent sur Twitter. Donc, nous devons être en mesure de développer nos propres moyens de diffusion. C'est-à-dire, disons, employons un mot qui est cher aux communicateurs, nous devons faire le marketing, le propre marketing de notre travail pour avoir une audience et donc pour avoir de l'impact et de l'intérêt. Voilà donc ce que je peux répondre sur la question d'être journaliste ou communicateur. Mais en même temps, il y a toujours ce danger et il faut être conscient de ce danger de ne pas se transformer en tant que journaliste en communicateur. Parce que nous ne sommes pas là pour faire l'image des hommes politiques, pour faire l'image des leaders sociaux. C'est pas ça notre rôle. C'est pas ça que le public attend de nous. Nous avons les capacités de communication pour promouvoir le travail que nous faisons, mais pas pour faire la propagande ou disons pour travailler l'image des acteurs politiques, sociaux et économiques. C'est pas ça notre responsabilité et c'est pas ça que le public attend de nous. Je réfléchis sur les autres questions. En attendant, je permets à ma collègue de répondre et je reviendrai sur quelques autres questions. Bueno, ¿qué hay que hacer para ser un buen periodista? Hace un rapista. Il y a un moment, Watson parlait d'éthique. Pour être un bon journaliste, il faut être bien attaché à un exercice éthique qui implique de savoir qu'est-ce qui te correspond en tant que journaliste et qu'est-ce qui ne te correspond pas. On parlait de la réception de cadeaux. Recevoir des cadeaux, de ne pas aller au-delà d'une relation de travail avec nos sources. Des fois, on veut confondre. Moi, je suis une critique dure de l'amitié entre journalistes et fonctionnaires. Il y a des journalistes qui tombent dans la naïveté de croire qu'un fonctionnaire est son ami, homme ou femme. Ah, un tel m'a invité à sa maison de campagne, il m'a envoyé en voyage. Non, il utilise, il fait de toi un usage comme une pièce d'un jeu. Il te fait une invitation, mais tu ne vas pas. Un cadeau de Noël, pourquoi? Tu prends une enveloppe et moi je vous rapporte des choses
que j'ai vécu pendant des années de journalisme. On ne m'a pas raconté à l'université. Tout ceci, je l'ai vécu, j'ai lu. En enveloppe à la Noël que monsieur le ministre vous envoyez en enveloppe à moi. Pourquoi? Ah non, mais signez là, non, merci. Si vous avez de l'éthique, vous n'acceptez pas des enveloppes, même si Santa Claus vous l'envoie. Un journaliste ne doit pas recevoir de bons mots. Il faut qu'il enseigne, il faut éduquer et créer conscience. Un bon journaliste travaille avec l'éthique. Un bon journaliste, mon confrère, est un bon citoyen et il fait ce qu'il sait qu'il doit faire. Une de mes critiques de fois avec les confrères journalistes, c'est qu'ils pensent de fois qu'ils ont le droit à tout, à critiquer tout le monde, mais attention, on ne permet pas qu'on nous critique et on commet les mêmes fautes que l'on critique. Donc être un bon citoyen implique, mesdames et messieurs, ne pas lancer vos déchets à travers la fenêtre d'une voiture, respecter ta façon de conduire, le faire avec du respect, respecter les droits des voisins. Quand on n'est pas un bon citoyen, on s'interpose dans l'espace de la personne qui est à côté. Donc un bon journaliste, c'est quelqu'un qui est droit, qui agissent parmi certaines normes et qui fait ce qui est correct, même s'il est critiqué par cela. Un bon journaliste, je réitère, est un bon être humain. C'est celui qui voit les histoires au-delà de la pose, de l'image. Aujourd'hui, on a un cas dans les prisons dominicaines. Qu'est-ce qui se produit là? Toujours, il y a les mêmes histoires que l'on voit publiées, mais voyons pourquoi une femme a tué un homme. Tristement, je vois que les médias et beaucoup de communicateurs qui ne sont pas journalistes, mais qui ont accès à la radio ou à la communication, ils disent maintenant il y a de la violence. On ne peut pas parler de violence de genre puisque les femmes tuent aussi. Attends, cette dame qui a tué son copain à Santiago, c'est quelque chose du reflet. Elle avait l'habitude de la maltraiter avec le même couteau qu'il utilisait pour la menacer, elle l'a tué. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est allé en prison? Est-ce qu'il y a des médias qui l'ont publié? Elle est un être humain. Et les prisons sont remplies des êtres humains avec des histoires à raconter. Comment être un journaliste et aller sans aller au-delà? Et c'est avoir des bonnes questions dans les contextes. Tous les bons journalistes sont critiques. Un bon journaliste lit. Un bon journaliste lit. Et Isabelle Meyer, c'était qui Isabelle Meyer? Cherchez, prenez note, cherchez Monte Cristi, qu'est-ce qu'il a fait? Un bon journaliste doit savoir le contexte de l'histoire de son pays. Un bon journaliste va à l'hémérothèque lire des vieux journaux pour avoir la base pour raconter une histoire, pour savoir faire un tweet qui déclenche, qui fasse démarrer une bonne nouvelle et qui conduise à écrire un thème dans ton blog. Un bon journaliste écrit sur ce qui s'est passé avant, ce qui se passe actuellement. Ceci va lui permettre une bonne information. Un bon journaliste, c'est aussi celui qui est conscient de sa responsabilité face à son pays et à sa société, face aux gens qui n'ont pas la facilité d'aller à la radio ou à la télé ou écrire sur un journal. Un bon journaliste, c'est les yeux. Lui, des gens qui habitent à Wanament, à Huachupita, à La Barquita,
non seulement des gens qui habitent, tel que j'ai dit, je critique la presse dominicaine pour ça, qui se concentre dans les quartiers du centre. Et à 20 minutes d'ici, il y a une communauté qui s'appelle Mendoza, qui a encore des rues en terre, de terre. J'appelle être un bon journaliste à partir de là aussi. Quelqu'un parlait, posait des questions sur ça, c'est Godson. Et c'est la quantité d'étudiants, le pourcentage d'étudiants qui sont ici. Alors justement, sur cette question, j'aimerais dire que elle se pose à ces étudiants même. Une fois qu'ils terminent leur carrière, leurs études, et quelles responsabilités peuvent-ils prendre vis-à-vis d'Haïti? Et pour moi, ici, il y a un enjeu important. Il ne faudrait pas que cette quantité d'étudiants haïtiens qui viennent se former en République dominicaine reste en République dominicaine. Ils ont une responsabilité par rapport à Haïti, mais en même temps, il ne faudrait pas que ce rapport creuse encore plus la logique de fuite de cerveau qui est, je dirais, une problématique récurrente en Haïti depuis de nombreuses années. Cela se passe avec le Canada, les États-Unis et la France. Il ne faudrait pas que cela se passe aussi avec la République dominicaine. Et récemment, on nous faisait remarquer que à Chicago, un État américain, il y a beaucoup plus de médecins haïtiens que de médecins haïtiens en Haïti. Dans un État des États-Unis, on retrouve beaucoup plus de médecins haïtiens que de médecins haïtiens disponibles en Haïti. Donc, je dis que là, il y a un danger. C'est vrai que c'est une bonne chose que les étudiants haïtiens puissent se former en République dominicaine, mais il faut qu'il y ait une suite. S'il n'y a pas de suite, cela va renforcer cette fuite de cerveau qui affecte Haïti et qui empêche justement le développement du pays. Donc, ces étudiants, bon, bien entendu, c'est à eux-mêmes de construire leur propre avenir et ils doivent avoir certainement, disons, la préoccupation de réussir personnellement. Ceci est tout à fait clair. Mais en même temps, il y a une responsabilité à prendre par rapport au pays et l'État haïtien, le gouvernement en place, les divers secteurs privés et autres, devraient aussi contribuer à créer les conditions qui permettent ce retour. Ceci est important et c'est ce que je peux dire par rapport à cette quantité importante d'étudiants haïtiens qui viennent étudier en République dominicaine, mais qui vont aussi aux États-Unis, au Canada, en France, en Martinique et dans beaucoup de pays. Il faudrait également que Haïti puisse établir les conditions qui diminuent ce flux. Il faut que beaucoup moins d'étudiants haïtiens laissent le pays pour aller étudier ailleurs. C'est une liberté que chaque personne a, de pouvoir migrer, de pouvoir se déplacer. Mais en même temps, il ne faut pas que l'absence de conditions de pouvoir faire des études supérieures en Haïti oblige les jeunes Haïtiens à laisser le pays. Je n'ai pas fait les statistiques
à ce propos, mais je suis sûr que sur la quantité d'Haïtiens qui partent et qui laissent Haïti pour aller par exemple en France, aux États-Unis, au Canada et dans beaucoup d'autres pays, eh bien une bonne partie de ces